Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est le 27 mai et c'est donc la journée nationale de la résistance. Le musée tenait absolument à vous présenter 3 petites visites qui vont, j'espère, vous plaire et qui concernent bien entendu l'engagement d'hommes et de femmes pendant cette période, notamment en Haute-Garonne. Je vais commencer, moi, par vous présenter une jeune fille, Rosina Beth, que peut-être certains connaissent. Rosina Beth est une jeune fille originaire de Vénitie, en Italie, et qui a un parcours relativement incroyable et héroïque. Pourquoi? Tout simplement, elle est née en Vénitie, en Italie, avec sa famille, très engagée antifasciste contre évidemment Mussolini. Rosina, donc, quitte l'Italie et va arriver dans le Lot-et-Garonne avec sa famille. Ils ont repris une exploitation agricole. Et là, elle va évidemment militer et elle va aussi rentrer dans les FTP. Les FTP, ce qui veut dire les francs-tireurs partisans. Elle est avec sa famille au Parti communiste. Son frère, lui, déjà est impliqué dans la guerre d'Espagne. Il fait partie donc des brigades internationales. Et Rosina, donc, est militante également. Tout va basculer, elle va se retrouver à Toulouse. Et à Toulouse, bien entendu, elle arrive là et elle va rentrer, là aussi, dans un groupe toulousain qui s'appelle également les FTP, la 35e brigade Marcel Langer. Nous sommes au mois de mars. Il y a une propagande terrible du régime de Vichy, notamment à Toulouse. Très souvent, un film est diffusé, un film antisémite, dans un cinéma, peut-être que vous connaissez, qui s'appelait l'UGC, qui est juste en face de la FNAC à Toulouse. Et Rosina, Enzo Godeas, un camarade à elle, sont désignés par la MOI, par les MOI, donc la FTP, pour faire sauter ce cinéma. Elle part avec 3 comparses, donc Enzo Godeas, David Freeman, qui est chargé, lui, de faire sauter le cinéma avec une bombe artisanale, une bombe d'ailleurs qui, la plupart du temps, était fabriquée par un certain Sévèque Michalak, qui était un petit peu le bombier et qui avait un atelier à l'Union. Et il fabriquait évidemment avec des tuyaux en fonte, des tuyaux de gouttière. Donc il faisait vraiment un travail artisanal et préparait des bombes pour les actions de cette MOI. La séance commence, ils s'installent, Enzo et Rosina se mettent un petit peu en amoureux, c'est ce qu'on leur avait demandé, et David Freeman enclenche la bombe. Elle devait exploser bien plus tard, elle devait être retardée. Malheureusement, cette bombe va exploser trop tôt, tuant sur le coup David Freeman et un spectateur civil, malheureusement. Rosina est grièvement blessée. Elle est récupérée par la Gestapo qui vont l'amener à l'Hôtel-Dieu. Ça va être catastrophique puisqu'elle va être torturée même avant, la pauvre, de décéder 2 jours après. Enzo Godeas, lui, également est blessé. Il est conduit à la prison Saint-Michel. Il va être fusillé à cet endroit-là. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour vous dire qu'il y a eu des femmes, il y a eu des étrangers, notamment la plupart étaient italiens, espagnols, polonais, etc. On a longtemps oublié cette participation étrangère et féminine aussi dans la résistance. C'est pour ça qu'il était aujourd'hui important de marquer le coup pour la journée de la résistance. Si aujourd'hui vous êtes curieux, si vous avez envie de voir un petit peu des choses directement dans les lieux publics, vous avez quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez une plaque commémorative qui commémore la mort de David Freeman et de Rosina, qui est apposée sur l'ancien cinéma UGC. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et aussi également, si vous passez devant la prison Saint-Michel, vous pourrez également découvrir sur la plaque de la prison Saint-Michel, sur la porte, évidemment tous les gens qui ont été fusillés, notamment Enzo Godeas, qui n'avait que lui 18 ans. Je vous rappelle, ils étaient très jeunes, je ne vous l'ai pas dit. Rosina, elle avait à peine 20 ans, elle était née en 24, elle est décédée le 1er mars 1944, donc puisque c'est la date de l'attentat. C'est important aussi de vous dire que la reconnaissance, ils l'ont eue très tardivement. Ils ne seront reconnus qu'à partir de mars 1991 et ils obtiendront évidemment, ce qui est légitime, je pense, la médaille de la résistance. Rosina, sa dépouille a été enterrée au cimetière Terre-Cabane, alors sous un faux nom, sous un faux nom. Mais voilà, il était important quand même que je vous parle de cette jeune fille qui a donné sa vie pour la libération, pour la liberté, et tous ces garçons aussi, évidemment. Bonjour à tous. Alors pour cette deuxième visite spéciale à l'occasion de la Journée nationale de la résistance, on a choisi de vous faire le portrait de Sylvain d'Auriac. Donc Sylvain d'Auriac, effectivement, c'est un Haut-Garonnais. Il est né à Aurignac en 1894.
Il est militaire de formation et il a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il a été décoré de la Croix de guerre. Il a continué sa carrière militaire après-guerre jusqu'en 1929. Il était en Syrie, il a eu le paludisme, il a été rapatrié et démobilisé à partir de là. Arrive la guerre. Et en fait, là, les convictions politiques, les convictions morales de Sylvain d'Auriac vont faire qu'il va être un des résistants de la première heure. Effectivement, Sylvain d'Auriac est un socialiste, c'est un franc-maçon, c'est un syndicaliste, il est membre d'associations, etc. C'est un militant d'avant-guerre. Pendant la guerre, il va vouloir continuer. Dès 1940, aux côtés de Jean Chauvet, qui est un autre socialiste qui s'est engagé aussi dans la résistance dès le début, il va commencer à être actif. Donc, au sein de structures où il était avant et qui se refont clandestinement. Donc, il est trésorier de la CGT clandestine. Il va rejoindre le comité d'action socialiste, qui est donc le parti socialiste qui va se reforger clandestinement pendant la guerre. Mais aussi, il va rejoindre d'autres mouvements et d'autres réseaux. Il est notamment membre du réseau Brutus, membre du réseau France au combat, du réseau Nana. Et en fait, cette appartenance à différents réseaux va faire que l'action de résistance de Sylvain d'Auriac, elle est multiple. Il va faire de la résistance en aidant à la confection de faux papiers en allemand pour aider des personnes, pour faciliter des passages, etc. Justement, au niveau des passages, pour un des réseaux, il va être chargé des passages interzones entre la zone occupée et la zone non occupée. Et aussi, il va être chargé de la diffusion de la presse clandestine, et notamment des journaux francs-tireurs. Il faut aussi dire, parce qu'il faut rendre aussi les choses, réhabiliter les choses, c'était un couple de résistants, le couple d'Auriac. Il y avait Sylvain d'Auriac, mais il y avait aussi Marie d'Auriac, sa femme, qui, elle, travaillait au PTT, et elle a été une infiltrée dans les PTT. Elle a permis vraiment une résistance administrative et de tous les niveaux aussi, très efficace. Cette action dans la résistance, elle a été telle que Sylvain d'Auriac était considéré comme un vrai danger par les Allemands et par Vichy. Il a été arrêté en 1944 à son domicile devant sa femme et sa fille adoptive Sylvette. Il a été emprisonné, il a été envoyé à Compiègne très rapidement. Et en fait, c'est cette partie-là de la résistance de Sylvain d'Auriac que nous, on expose ici dans notre salle d'exposition, puisque le personnage, la figure de Sylvain d'Auriac, elle apparaît ici dans notre séquence 10 sur les itinéraires de souffrance. Nous, on a des objets, et puis dans le parcours de Sylvain d'Auriac, on peut beaucoup parler de la déportation et de sa réalité. Notamment, Sylvain d'Auriac, on sait que quand il est à Compiègne, il reste 2 mois à Compiègne, et le 27 avril, il est déporté, il part de Compiègne dans un convoi, et il est envoyé à Auschwitz. Ce convoi, ça s'appelle le convoi des déportés tatoués. Il cherche tous les moyens de prévenir sa femme et sa fille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire un petit mot que vous pourrez voir quand quand vous visiterez l'exposition permanente. C'est un mot qu'il a jeté sur les voies ferrées en espérant que quelqu'un le récupère, où il y a l'adresse de son domicile à Toulouse. Et il demande expressément à la personne qui ramassera le mot d'avertir sa femme qu'il est parti en déportation. Et voilà, qu'il ne sait pas quand il arrivera, mais qu'il est vivant et qu'il est en partance. Donc il arrive à Auschwitz, il y reste un certain temps. Une autre trace de son passage à Auschwitz, on l'a récupérée aussi, c'est une lettre. Ici, vous l'avez en 2 parties avec l'enveloppe. Elle est rédigée en allemand. Et dans cette lettre, il raconte pas grand-chose. C'est une lettre très banale, très quotidienne. Et ça explique 2 choses. La langue et le contenu de la lettre, c'est que le droit de communication, c'est assez pervers. On donne l'impression que les déportés communiquent et envoient des nouvelles, mais tout est contrôlé et dicté par les Allemands. Donc là, vraiment, encore une preuve de la vie concentrationnaire et de la cruauté et de la déshumanisation qui a été voulue par les nazis dans ce système-là. En avril 1945, il va revenir là au bout de quelques semaines à Toulouse. Sylvain d'Auriac revient très affaibli, il a perdu 44 kilos, il est très très malade et puis il a vécu les horreurs et les atrocités de la déportation. Donc là, pour le coup, pourtant, dès 1945, il reprend son combat. Il fait partie de ces gens, et c'est là où c'est très important de parler de lui, notamment en ce 27 mai, il fait partie de ces gens qui étaient présents aux États généraux de la résistance à la fin de l'année, et il a porté la loi et la convention des cadres et des employés de la sécurité sociale. Donc il fait partie de ces résistants qui ont porté ce projet-là qui était voulu par le Conseil national de la résistance et qui voulait être un acquis de la résistance après-guerre, de construire une sécurité sociale. Donc dans cette dernière partie de notre visite, nous allons voir que les questions qui ont été soulevées par l'engagement des résistantes et des résistants ne s'est pas terminé avec 1945 et qu'il s'agit plutôt d'une forme d'héritage citoyen qui nous a été transmis et que nous devons continuer à faire vivre. Il a d'abord pris forme dans le programme des Jours heureux du CNR, du Conseil national de la résistance, qui a créé notamment la sécurité sociale que nous connaissons encore aujourd'hui. Mais plus largement, dans son appel à la jeunesse, Jean Cassou nous dit bien
bien, pour nous, rien n'est fini et les luttes de l'antifascisme auxquelles nous avons pris part continuent. Il y a toujours et encore dans le monde des endroits où il faut et où il faudra défendre la liberté. Et en France, dans notre pays, des occasions se présenteront où elle sera encore menacée et où il faudra de nouveau risquer pour elle la mort. C'est donc au nom de ceux des nôtres qui ont risqué la mort pour la liberté et qui, pour elle, ont affronté les pires souffrances, que nous vous demandons à vous, ceux des jeunes générations, d'être vigilants. Nous vous passons le flambeau, à vous de vous battre, quand il le faudra, comme il le faudra, pour la justice, la dignité humaine, la liberté. C'est pour cela qu'au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, nous avons créé une salle entièrement dédiée à l'esprit de résistance d'hier à aujourd'hui, pour montrer que les valeurs et l'engagement de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale sont universels et intemporels. Donc, entre autres, dans cette salle, nous présentons cette frise de 21 visages, 11 hommes et 11 femmes des 5 continents qui ont tous œuvré du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui à la lutte contre les inégalités et contre les discriminations et à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire. Cette frise est tout de même émaillée de visages de la lutte contre le nazisme et contre la dictature, si l'on pense à Germaine Tillon, à l'abbé Pierre, à Sophie Scholl, Elie Wiesel ou Simone Veil, par exemple, ou Jean Moulin, évidemment, pour montrer que les combats de la Seconde Guerre mondiale et puis les combats qui ont eu lieu avant et après sont en réalité souvent communs. Donc, parmi les luttes qui sont représentées dans cette frise, nous avons évidemment la lutte contre l'esclavage avec Victor Schœlcher, qui a été à l'origine de la loi sur l'abolition de l'esclavage de 1848 en France. La lutte contre le colonialisme avec Abdelkader ou Gandhi dans des modes d'action en Algérie et en Inde évidemment très différents. La lutte contre le racisme avec Martin Luther King aux États-Unis, Nelson Mandela en Afrique du Sud, mais aussi un visage moins connu qui est celui de Pearl Gibbs, qui est la première militante australienne, une des premières militantes australiennes aborigènes qui a lutté pour la reconnaissance des droits de son peuple au début du XXe siècle. On peut aussi évoquer évidemment les droits sociaux avec là encore des figures très différentes, Louise Michel et l'abbé Pierre, les droits pour les homosexuels avec Harvey Milk aux États-Unis ou les droits des personnes handicapées avec Hélène Keller, les droits des femmes qui sont portés à la fois par des femmes, si on pense à la jeune Malala au Pakistan ou à Simone Veil évidemment en France, mais aussi par des hommes avec le docteur qui répare les femmes, Denis Mukwege, en République démocratique du Congo. Et puis lorsque j'évoquais l'idée que la lutte pour les droits est un combat permanent et qui se renouvelle, on pourrait évoquer les droits environnementaux et les droits des peuples premiers qui ont été très largement passés sous silence pendant des siècles et qui émergent progressivement depuis les années 80 avec la figure bien connue de Raoni au Brésil, mais aussi avec Rigoberta Menchú, toujours en Amérique du Sud, et avec la première femme africaine prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, kenyane, qui œuvre à la fois à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les inégalités. Nous sommes donc impatients de pouvoir prochainement réouvrir nos portes et vous accueillir à nouveau, à la fois pour vous faire découvrir la résistance en Haute-Garonne pendant la Seconde Guerre mondiale et dans ce musée départemental de la résistance et de la déportation, réfléchir avec vous au combat d'hier mais aussi au combat d'aujourd'hui et de demain.